Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, c'est l'heure de votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et puis le lifestyle. Nous allons voir ensemble ce qui est intéressant sur les scènes du monde. Dans ce journal, nous irons en Égypte, au Caire, précisément assister à la 2e édition de la Fashion Week et voir de près la mode Caïrote. Au sommaire également, Lénine et Staline, superstars, ces deux monstres soviétiques font l'objet d'une exposition très particulière à Moscou autour du culte de la personnalité. De fait, ce sont les bonnes personnes. Et puis nous recevrons une auteure, Sabine Huynh, vietnamienne, française. Elle vit en Israël. Elle a traduit en vietnamien un livre hébreu consacré à la Shoah à destination des enfants. Voilà donc pour le sommaire, beaucoup de raisons donc de rester avec nous, alors merci. Avant tout cela, un petit retour sur l'actrice française Micheline Dax, disparue le 27 avril à l'âge de 90 ans. Le Culture Mag a voulu rendre hommage à sa voix si exceptionnelle et cet hommage est signé Sandy Fortis. Oh non, ne m'obligez pas à vous en dire davantage. Je l'ai vu, il était au 12e rang. Comédienne, chanteuse, siffleuse, Micheline Dax avait de nombreux talents. Une voix inoubliable de par son timbre, mais surtout parce qu'elle a bercé une grande partie de notre enfance. Tout au long de sa carrière, qui a débuté en 1946, Micheline Dax a doublé de nombreux personnages de dessins animés. Parmi les plus célèbres, la mythique Miss Piggy du Muppet Show. C'est génial, je vais lui chanter un pot-pourri de toutes ces chansons qui ont eu un succès. Mais aussi Cléopâtre dans Astérix et Cléopâtre. Quand on fait à Paris, il ne faut pas tricher. Et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois. La méchante Ursula dans La Petite Sirène de Disney. Eh bien, il est temps qu'Ursula reprenne les choses en main. Ou encore la vache Azalée dans Le Manège Enchanté. Oh oui, j'aime rendre service. Que dois-je faire? Née en 1924 à Paris, Micheline Dax suit l'enseignement des Cours Simon. Elle fait ses débuts au théâtre avec la troupe des Branquignoles, troupe avec laquelle elle débute au cinéma en 1949. Elle enchaîne ensuite les films, téléfilms et pièces de théâtre jusqu'en 2011. 60 ans de carrière marquée par des rôles populaires, des rôles qui lui ont valu d'être nommé commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2006 et chevalier de la Légion d'honneur en 2012. Reine du théâtre de boulevard, elle possédait également l'étonnant talent de siffleuse, don particulier qui lui permettra de siffler dans de nombreux orchestres. Proche de Louis de Funès, Jean Carmé et Michel Serrault, elle a fait les belles heures de l'émission Au théâtre ce soir dans les années 70. Son dernier rôle sur les planches, elle l'a tenu en 2009 aux côtés de Fiona Gélin dans les monologues du vagin d'Eve Ensler. Décédée le 27 avril à l'âge de 90 ans, Micheline Dax était l'une des figures les plus populaires du théâtre et du cinéma français. Sacrée femme. À New York, la 13e édition du festival Tribeca a décerné, entre autres, un premier prix à une Israélienne, le célèbre festival du cinéma indépendant, un festival cofondé d'ailleurs par Robert De Niro. Le festival a récompensé dans la catégorie narrative movie le long métrage titré Zero Motivation. Retenez ce titre, on en entendra parler. Zero Motivation est un film réalisé par l'Israélienne Talin Lavie. C'est une comédie inspirée de sa propre histoire sur les femmes dans l'armée de Tsahal. Direction Moscou maintenant, où un musée vient d'inaugurer une drôle d'exposition. Le pays revisite son histoire et ne lésine pas. Lénine, Staline, rien que cela, les deux plus grandes figures du pays réunies dans une exposition consacrée au culte de la personnalité. Normal que Dany Swaibel avec David Gombin s'y plonge. Le culte de la personnalité qui entourait les dirigeants russes Vladimir Lénine et Joseph Staline fait l'objet d'une exposition au musée historique d'État de Moscou. Le mythe du dirigeant bien-aimé examine la formation du culte de la personnalité autour de Lénine et de Staline dans l'Union soviétique de la première moitié du XXe siècle. Un culte leur conférant un statut quasi divin. Dans cette exposition, on peut voir les objets qui appartenaient à Lénine, ces choses personnelles. On peut voir énormément d'affiches qui vous montrent toute l'histoire de la création du mythe de Lénine et de Staline. Le but de l'expo, faire découvrir au grand public de nombreux objets restés cachés pendant des décennies. Une chance pour ces visiteurs qui découvrent ces objets pour la toute première fois. Staline, il travaillait sur son image et sur son iconographie. C'est lui qui corrigeait l'histoire du Parti communiste. C'est lui qui était l'auteur de sa propre biographie. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que c'est Staline qui s'est vraiment créé son culte, même dans les arts.
Le mythe joue un rôle majeur dans l'image qu'avaient Lénine et Staline. Mais en montrant leurs vrais effets personnels, les organisateurs de l'exposition espèrent que le public saura voir au-delà de ces représentations et se souviendra des millions de victimes du régime soviétique. Cette exposition, c'est l'histoire pour moi. Ou même plus encore, c'est l'histoire de mes parents, l'histoire de mes grands-parents. Deux personnages qui incarnent le communisme en URSS. Fascinant donc pour les visiteurs du musée de redécouvrir la grandeur de ces personnalités. Amateurs de molécules, votre heure est venue. Le classement mondial du meilleur restaurant de la planète a donc élu le Noma à la première place. Alors ça fait frémir certains gastronomes et critiques gastronomiques. Le Noma est un restaurant de cuisine moléculaire installé à Copenhague. Au piano et aux formules chimiques, il y a le chef René Redzepi. Il est lucide, modeste et nationaliste. Oui, sa cuisine porte haut la Scandinavie, on l'écoute. Tout ce qui se passe ici, le fait d'être sacré meilleur restaurant du monde, ça a transformé notre région. Retourner 8 ans en arrière et penser à la Scandinavie. Alors à ce niveau, c'est vraiment stupéfiant. Mais bien sûr, je ne considère pas Noma comme le meilleur restaurant du monde. Le jour où vous croyez ça, vous allez perdre la tête. Dans un instant, nous allons recevoir un écrivain et poète qui a traduit en vietnamien un livre pour enfants consacré à la Shoah. Et puis, nous partirons en Égypte pour la deuxième Fashion Week. En attendant, voici les highlights. Ce sont les expositions à suivre ou à ne pas manquer. La galerie Mana Contemporary, en collaboration avec la galerie Sala Gaspar de Barcelone, expose des fameuses esquisses de Pablo Picasso tirées d'un livre intitulé La tauromachie ou l'art du combat de taureau de José Delgado. Une exposition rare des 26 des esquisses de Picasso, dont l'une dessinée à l'encre, dédicacée par le maître à Michel Gaspard. Picasso, la tauromachie, à voir jusqu'au 1er août. Le célèbre Orient Express entre en gare à Paris, non pas à la gare d'Austerlitz, mais tout près, à l'Institut du monde arabe. Partez à la découverte du plus célèbre des trains grâce à un véritable wagon porté sur le parvis du musée. Puis dans le musée, une exposition retracera l'histoire de cette ligne qui permettait de relier Istanbul au Caire, Damas au Bagdad, grâce à des malles, des documents d'archives, films et photos. En voiture au musée du monde arabe jusqu'au 31 août. Le célèbre opéra de Puccini, La Bohème à Tel Aviv, dirigé par le célèbre chef d'orchestre Daniel Oren et mis en scène par le renommé Stefano Mazzonis, cet opéra est considéré comme l'une des plus touchantes histoires d'amour et sa fin dramatique en a fait l'un des opéras les plus populaires du XXe siècle. Un opéra chanté en italien et donné en représentation à l'Opéra d'Israël à Tel Aviv jusqu'au 10 mai. Un record Guinness Fashion, pas banal, c'est le Qatar qui l'a tenté, qui l'a réussi. L'Émirat a récolté en moins de 5 heures plus de 12 tonnes de vêtements. Ce marathon de la fripe a été monté par une organisation caritative. Les vêtements seront distribués au Yémen, aux Philippines et en Afrique centrale. Et puis de la fripe, on va passer au podium, ainsi va la mode. Nous partons maintenant en Égypte, assister à la deuxième Fashion Week. Ça se passe au Caire et Michal Divon avec Sandy Fortis était au premier rang. Un magasin de la marque britannique Ted Baker au Caire, voici la preuve que l'Égypte peut rester in en dépit d'une situation politique difficile. Le Fashion Festival du Caire, qui s'est tenu ce week-end au Festival City Mall, en est une autre. Le temps d'une journée, de jeunes créateurs égyptiens se sont mêlés aux designers locaux confirmés. Le festival leur offre une plateforme pour exposer leur travail, tout en faisant la promotion de l'industrie de la mode égyptienne. Ces organisateurs espèrent aussi transformer la capitale égyptienne en nouvelle capitale de la mode. L'objectif était de créer une grande plateforme, une journée, 20 défilés, un grand nombre de designers, top designers, jeunes designers, tous réunis au même endroit. C'était un rêve pour nous de faire tout ça. L'événement, devenu de plus en plus rare ces dernières années en raison des déboires politiques que subit le pays, a très bien été accueilli par les membres du monde de la mode égyptien. Notre civilisation bénéficie d'un grand héritage culturel. Si nous nous inspirions de ne serait-ce qu'une pincée de tout ça artistiquement, je suis persuadée que nous pourrions créer des choses incroyables. Les jeunes designers ont rarement l'occasion d'exposer leur travail en Égypte. L'industrie du pays est quasiment entièrement composée de vêtements importés de marques étrangères.
Les défilés de ce show ont mis en avant leur création, des vêtements qui ont ensuite été mis en vente, permettant ainsi une interaction entre les jeunes créateurs et leurs clients. Omar Madkour, qui a créé le Fashion Festival l'année dernière, souhaite reproduire cet événement 4 fois par an. Paris, New York, faites attention, le Caire est sur vos talons. Voilà, j'ai maintenant la chance de recevoir sur le plateau l'écrivain Sabine Wynne. Bonjour, merci. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez un parcours un peu particulier, on va l'expliquer. Alors, vous êtes né à Saïgon. Vous avez vécu dans plusieurs autres pays, la France, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre. Et maintenant, vous vivez en Israël depuis 2011. Alors, vous avez la bougeotte, vous vous sentez bien nulle part? En fait, je vis en Israël depuis 2001. Donc, ça fait 13 ans. Et... vous devez vous demander pourquoi je suis en Israël. Oui, je peux vous demander ça, effectivement. En fait, l'homme avec qui je vis est israélien. Je l'ai connu en Angleterre en 95 et je l'ai épousé aux États-Unis en 99. Et puis voilà, nous sommes venus en Israël en 2001. Ah, donc vous êtes venu en Israël par amour, pour suivre un homme? Oui, enfin, il avait... Bon, pour des raisons familiales, mon mari a désiré retourner en Israël. Et donc, comme à ce moment-là, je voulais reprendre mes études que j'avais interrompues, je voulais faire un doctorat. Donc, j'ai postulé à l'université hébraïque et je lui avais dit, si je suis prise, on y va. Et j'ai été prise. Donc Sabine Wynne, vous êtes d'origine vietnamienne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme confrontation dans les cultures? Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a une culture vietnamienne et qu'on arrive ici en Israël? En fait, j'ai pas vraiment une culture vietnamienne puisque j'ai grandi en France. Donc le Vietnam, j'en sais pas grand-chose. Mes parents et moi sommes partis du Vietnam en 1976. J'avais 3 ans et demi. Vous êtes bouddhiste, chrétienne? Je suis athée. Musulmane? Athée. Oui. Bon. Et donc j'ai grandi dans la région lyonnaise, donc je me sens quand même plus française que vietnamienne. Ou même israélienne. Alors c'est quand même en Israël que vous avez écrit votre premier roman, il est titré « La mère et l'enfant », parce que le pays vous a inspiré ou juste parce que vous aviez envie de vous lancer dans l'écriture? En fait, j'écris depuis toujours, donc c'est pas quelque chose de nouveau. La publication, c'est nouveau parce que bon, il faut du temps pour se faire publier. Il faut et comme auparavant, j'étais prof de français et puis j'ai aussi enseigné à l'université. Oui, vous avez une biographie. J'étais chercheur. Oui, traductrice, chercheur, linguiste. Alors, parmi les livres que vous avez traduits, il y en a un qui est très touchant. Il est signé Uri Orlev. C'est à destination des enfants. Vous l'avez traduit de l'hébreu au vietnamien et ça parle de la Shoah. Pourquoi vous avez voulu traduire ce livre en vietnamien? Alors, donc ce livre, c'est donc Savta Soregat d'Uri Orlev, grand-mère tricote, en fait. Et je l'ai traduit vers le vietnamien pour plusieurs raisons. La première, parce que Uri Orlev est un grand ami. Et ces livres sont traduits dans une trentaine de langues et pas dans le vietnamien, vers le vietnamien. Donc voilà. Ensuite aussi, bien sûr, le livre m'avait énormément plu quand je l'ai lu, puisque c'est un livre pour enfants, mais aussi pour adultes, puisque en filigrane, on y lit effectivement la Shoah. C'est un livre sur l'exclusion, le rejet, la xénophobie. La troisième raison, c'est que... Peut-être une nécessité d'enseigner la Shoah au Vietnam? Oui, voilà. Quand je suis allée au Vietnam à 2 reprises pour faire de la recherche en linguistique. Et je me suis rendu compte là-bas, en parlant aux gens, aux enfants, que l'Holocauste, cette partie-là de l'histoire n'était pas vraiment connue ni enseignée. Donc voilà, c'était une nécessité. Sabine Wynne, je cite vos 2 derniers livres, donc En taxi dans Jérusalem et Tel Aviv, ville infirme, corps infini. On n'a pas beaucoup de temps. Ce sont 2 romans ou des recueils de poésie? Non, En taxi dans Jérusalem, c'est un récit donc qui se passe à Jérusalem. En fait, c'est composé de 26 dialogues, donc des vignettes. Ouais. Sur Jérusalem, basées sur des conversations que j'ai eues avec des chauffeurs de taxi. C'est rigolo. Et voilà. Tel Aviv, infime, corps infirme?
Tel Aviv, corps infirme, Ville infinie, c'est un recueil de poèmes, un livre d'artiste en fait, avec le peintre André Jolivet. Et les deux ouvrages seront présentés le 12 mai à l'Institut français de Jérusalem. On le mettra sur le site de i24 Voilà. News. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Ne bougez pas. Le magazine va se terminer sur des images un peu rigolotes, les images de Simpson. Elles sont signées non pas de Mac Groening, mais d'un Polonais qui s'appelle Michal Socha. À demain, à la même heure, juste après les Simpsons version polonaise. C'est l'info sur i24 News. Merci. Merci Sabine d'être venue. Merci à vous. C'était plus court que...